Bonjour à vous. Aujourd'hui, nous recevons en studio, ici à l'Université Laval, Francis Lehoux. Ça va bien, Francis? Très bien, merci. Francis s'était passé ici même entre ces murs, dans ce cours qui est éthique et professionnalisme. Il est passé avec nous à l'hiver 2015. Il était en classe, me semble-t-il. À l'époque, lui, c'était un lundi PM. Il faisait son bac en génie électrique. Oui. C'est ça, Francis. Euh, je suis allé sortir ta présentation parce que je ne sais pas si tu t'en souviens, mais tu te présentais sur les forums de discussion. J'aime bien faire ça avec des anciens étudiants pour voir ce qu'ils ont pu dire. Je te lis la première partie. Ma vie universitaire, dit Francis, ma vie universitaire se définit par les jeux de génie. C'est une expérience que je recommande à tous les étudiants en génie. On se voit, on fait des choses qu'on n'aurait jamais imaginées possibles. Ici, c'est étrange, mais en tout cas, on se voit, on fait des choses qu'on n'aurait jamais imaginées possibles, en plus de côtoyer des gens hallucinants. Tu t'impliquais donc dans la vie universitaire à l'époque. Oui, absolument. Tu t'impliques-tu encore dans ce qui est de la vie sociale chez ton nouvel employeur? Pas encore. Pas Ben, encore. écoute, ici, tu dis ma vie se définit par les jeux de génie. Donc, c'est important, là. Exact. Mais c'est vrai que, tu sais, on parle de l'aspect social, mais je suis impliqué dans des comités autres que, disons, tout ce qui est rattaché directement là, à mon rôle. Bon, parce que il me semble que là, tu as le profil typique du club social Oui, exact. de l'employeur. Ça me semble évident. Tu disais en conclusion aussi, je suis un paradoxe. J'aime avoir du temps libre et ne rien faire, mais je m'assure à chaque session d'en avoir le moins possible. Donc, de temps libre et de ne rien faire le moins possible. Donc, voilà, tu étais ce paradoxe-là. Tu aimes le temps libre, tu n'aimes rien faire, mais tu travailles fort puis tu n'as pas beaucoup de temps libre. Ça te décrit-tu encore? Oui, en effet. Et je regarde mes semaines, sont toujours bien remplies, mais le temps libre à rien faire me manque toujours. On va dire ça Bon, comme ça. alors tu te connaissais bien à l'époque et tu te connais bien, du moins ça traduit bien ce que tu étais à l'époque, puis ça traduit bien ce que tu es devenu encore aujourd'hui. Ça fait pas longtemps, ça fait à peine 5 ans. Rappelle-nous ton parcours universitaire, Francis, à quoi ça ressemblait? Quoi ça ressemblait? J'ai 4 ans de bac, bien sûr. Dans ces 4 ans de bac, justement, comme la présentation a pu le dire, là, les jeux de génie ont pris beaucoup de place là, à travers mon bac. Non, c'est ça, c'était super, justement, parce que ça permettait de côtoyer des gens autres que dans le programme de génie électrique. Ça permet de voir d'autres génies, puis aussi d'autres universités. Fait qu'à travers des Ah oui, c'est activités, vrai. ouais, ça nous permet de côtoyer des gens là, des autres universités dans la province. Rencontrer du monde, élargir son Parfait. réseau. Oui, exactement. C'est ce qui manque des fois, là, mes étudiants à distance, tout ça, là, cette collégialité-là, voir du monde, discuter. Ça sert aussi à ça, l'université, là, pas Exact. juste se Puis former. on voit que les autres universités n'ont pas les mêmes mentalités aussi. Non? Les cours ne sont pas construits de la bonne façon, les mêmes philosophies non plus. C'est La vrai. manière que le programme est construit. L'Université Laval, on est reconnu pour être très théorique Et que ça revient souvent. par rapport à, exemple, Sherbrooke ou l'ETS, qui sont Tout le beaucoup plus temps. pratiques Tout le par temps. projet. J'entends Ouais. tout le temps ça. Que ce soit des étudiants, des amis qui sont en génie, hein, à l'Université Laval, c'est théorique, ça manque de pratique. Des fois, je me demande même si c'est une force d'être si théorique que ça. Mais... Ça dépend toujours. On me l'avait posé cette question-là en entrevue. Pourquoi j'avais choisi l'Université Laval, en mentionnant justement qu'on avait une réputation beaucoup plus théorique. Puis j'avais trouvé une bonne réponse à ça, c'est simplement que la théorie, on ne peut pas vraiment l'apprendre nous-mêmes, ou très peu. Tandis que des projets, tu peux toujours prendre ça sur le côté, on the side, pour ensuite pratiquer. Oui, c'est ça. La pratique, ça peut juste s'apprendre par la pratique. C'est-à-dire Exact. qu'à l'université, de prétendre vous apprendre la pratique, il y a quelque chose d'un peu... c'est ça. L'université, typiquement, c'est plutôt théorique du savoir. Je peux bien vous apprendre ce que théoriquement, ce que ce serait la pratique, mais ça resterait théorique quand Exact. même. C'est-à-dire qu'il faut l'expérimenter sur le terrain. Bon, c'est intéressant. Donc, parcours universitaire, 4 ans. Puis,
Des stages, peut-être, Des pendant? stages, oui. T'as Première fait ça année, où? dès ma première année, j'ai eu un stage à l'IREC, Hydro-Québec, à Varennes. Donc, c'est l'Institut de recherche. Hydro-Québec, déjà. Oui, déjà. Hey, ça se Donc, présente déjà, là. j'avais eu accès à une petite faveur de quelqu'un que je connaissais qui a pu me trouver un stage à l'Institut de recherche que j'ai pu faire. Super. Fait que j'ai fait là-dessus, c'était sur la simulation. OK. Donc, on faisait de la simulation de réseau. C'était mon premier stage. Deuxième stage, ça a été à Rio Tinto. OK. J'ai été récipiendaire d'une bourse de Rio Tinto Rio Alcan Tinto où? au Saguenay. Au Saguenay, à la Ouais, baie? exact. C'était à Alma À Alma? que j'ai eu mon stage. Donc, justement, la bourse venait avec un stage l'été suivant. Donc, j'ai passé l'été à Alma, au barrage Île-Maligne. Eh bien oui. Fait qu'il y a une petite centrale qui J'ai avait de la là. famille qui vient d'Île-Maligne, curieusement, là. Ah oui? Oui. Bon, fun fact. Donc, tu fais tes deux... puis là, tu expérimentes en même temps deux milieux de travail. Est-ce Ouais. qu'il y avait vraiment des différences culturelles au sein des deux Oui, entreprises? vraiment. Dans l'encadrement, entre autres, des stagiaires? Oui. Mon premier stage, j'étais très autonome. Puis on m'a donné des projets intéressants qui étaient difficiles techniquement aussi. Fait que OK. j'ai pu, C'était de la simulation, c'est ça? ouais, exact. J'ai pu me tester comme il faut, là. Puis après, pour ceux qui sont là-dedans, ils vont le savoir. Là, après un an là, du bac de génie électrique, on ne sait pas grand-chose. On a appris la loi d'Ohm, puis on a appris à programmer 2-3 lignes. Ça ressemble à ça. OK. Puis là, on tombe là-dedans parce que normalement, c'est des doctorants qui travaillent justement à développer des modèles. Fait que OK. c'est ça qu'on m'avait donné après tout, si je regarde ça maintenant, je me dis, le projet était assez simple, mais dans le temps, il a fallu que justement mon superviseur de stage me donne un crash course sur tout l'environnement, les réseaux, les tensions triphasées j'avais pas vu encore, qui Fait est que de base là, dans ce domaine-là. t'apprends vite, là. Ouais, fait que là, ça va vite, puis c'est très stimulant, tandis que justement à Rio Rio Tinto. Tinto, là, j'étais beaucoup plus un assistant. Ah. Je faisais on va dire, du plus petit travail. Là, puis pour bien l'illustrer, là, mon vendredi se résumait à numériser des dossiers. Là. Fait que c'est C'est moins stimulant, ça. Exact. C'était moins stimulant un peu. Mais T'as c'était dit beaucoup beaucoup, là. plus. Mais j'ai pu apprécier l'aspect plus entreprise privée, c'est-à-dire OK. que là-dedans, une des tâches que je avais trouvé intéressante, c'était fallait que je monte une présentation pour convaincre les patrons que ça nous prenait de l'argent pour tel et tel projet. OK. Fait que là, c'était vraiment plus de défendre des projets, justifier des remplacements d'équipements. OK. Ben, Puis c'est là, intéressant, ça. Puis là, je me suis rendu compte que là, c'était difficile de passer un projet. Puis finalement, telle sorte d'équipement, on avait 30 à changer. OK. Puis la réponse était, on a de l'argent pour en remplacer 3, donc choisis les 3 plus urgents. OK. Fait que là, c'est Entre la ça. demande et ce que tu vas avoir, Voilà. il y a parfois une distance importante. Donc, deux stages, puis ce qui te mène à la sortie de ton bac. Premier emploi, c'est où? Premier emploi, Quand tu sors de ton bac. là, c'est mes 2 premiers stages, mais après ça, j'en ai eu un autre. Ah, OK. Qui était, Le troisième. le troisième, c'est ça. Un à chaque été pour les 4 ans de bac. Puis le troisième était chez Nutac / Nuran, qui était une entreprise de télécommunications à Québec ici. OK. Donc, 3 milieux Ouais. complètement différents, là. Oui, exact. Puis, avec cette entreprise-là, eux autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est l'équipement de télécommunications, exemple des bases cellulaires pour le tiers-monde. Fait que, OK. typiquement, ce serait un site, une antenne de cellulaire qui est déployée dans le milieu d'un village en Afrique, OK. qui fonctionne à l'énergie solaire, par exemple. Donc, des antennes de brousse, là. Tu installes ça où tu peux, Exact. puis avec les moyens du bord. Exact. Puis avec typiquement une ancienne technologie, là, plus du 2G, par exemple. OK. Fait que ça, tu changes de domaine à travers tes stages. C'est par curiosité? C'est par... est-ce que tu sens que c'est important pour toi de changer de domaine? Il y en a plusieurs, là, j'en vois des profils, là, ils font 3 stages, même domaine, des fois au même endroit. Oui. Ben moi, j'encourage justement à explorer les différents domaines, mais d'un autre côté, si après le premier, vous pensez que vous êtes vraiment dans votre domaine, ne changez pas une recette gagnante, mais c'est plus le fait que, à travers ça, justement, chez mon stage à l'IREC, j'avais aimé ça, mais les journées, les 8 heures de temps, à être en face d'un ordi à programmer, puis à cliquer sur play, que ça ne marche pas, puis me casser la tête. C'était intéressant, mais après un été de temps, je me suis dit, je ne ferais pas ça des années durant, c'est certain. C'est à ça que ça sert aussi, ces expériences-là. Des fois, c'est
C'est par la négative qu'on se rapproche un peu de ce qu'on aime. Là. C'est-à-dire qu'une fois qu'on dit, ben, c'est quoi, ça, j'aime pas ça, déjà dans ta tête, c'est plus clair. Là. Ben, si j'aime pas ça, c'est parce que j'aime d'autres choses. Puis tu te rapproches tranquillement de ce qui te passionne. Donc, 3 stages, puis après ça, premier employeur, c'est... Ça a été, ben après ça, j'ai... dernière année, là, c'est un peu... ça va avoir en contradiction un petit peu. Mais dernière année de bac, je me suis spécialisé en puissance, donc en énergie électrique, avec l'Institut du génie, du génie en énergie électrique. OK. Donc, qui se donne théoriquement à la Polytechnique. Mais bref, il y a des cours. Les cours peuvent se suivre à l'Université Laval. Ça, c'est une formation de quoi, 1 an? Oui, pendant la dernière année de bac qu'on on peut dire une spécialité, c'est une accréditation, on peut l'appeler comme ça. OK. Puis, en même temps, j'ai continué à travailler à temps partiel pour Nutac Nuran, la compagnie de télécom. OK. Fait que tu es occupé cette année-là. Là. Oui, j'étais assez occupé. Puis aussi, justement, j'avais pris l'option que mes cours valent autant pour le bac que pour la maîtrise. Donc, j'avais des examens un peu plus difficiles que la normale. Je savais même pas que ça se faisait, ça. Oui, ça se faisait. Puis, ça se fait encore, sûrement? Oui, probablement que j'en fais. Je le sais pas. Je n'ai pas vérifié, mais je probablement l'ai vérifié de mon bord. C'est C'était intéressant. Je savais pas qu'il faisait ça. Exact. Ça a permis, justement, en sortant du bac, j'ai signé un contrat avec la compagnie de télécom qui permettait justement de faire ma maîtrise sur un projet qui les concernait. Okay. Donc, c'est en partenariat avec eux autres. Donc, c'est une maîtrise très appliquée. Oui, une maîtrise assez appliquée sur l'Internet des objets. Donc, j'ai développé un petit prototype avec un protocole de communication qui était optimisé pour la consommation d'énergie. Puis, j'ai fait mon projet de recherche sur l'Internet des objets pour les régions éloignées ou isolées. Donc, le but, c'était de minimiser la consommation d'énergie des objets qui communiquaient sans fil. Donc, ça a été de prendre une technologie existante, de faire un prototype avec ça, faire un petit bidule qui fonctionnait, puis avec ça, de l'envoyer dans le champ, prendre des mesures. Très peu exigeant en énergie, qui gère bien ça. Exact. C'est un des objectifs. Donc, ça a été de prendre des données, prendre ces données-là, créer un modèle de simulation pour ensuite évaluer les performances à plusieurs justement, objets dans le champ. Après, ça a permis de faire des optimisations dans un déploiement théorique. Là. Trippant. C'est un beau parcours. C'est un beau parcours, tout ça. Donc, 3 stages, une formation d'appoint en... Tu appelé ça en haute énergie. Comment tu appelles ça? En énergie électrique. L'énergie de puissance. Là, ouais. Puis après ça te mène. Puis là, la maîtrise est terminée maintenant, déposée? Elle l'a déposée depuis Noël dernier. Bon, joyeux Noël. Oui, il fallait que ça se fasse. Non, ce qui est arrivé, c'est que l'année de contrat est terminée. Okay. J'avais commencé à rédiger mon mémoire, mais je ne l'avais pas terminé. Puis là, en parallèle, j'avais commencé des démarches justement avec Hydro-Québec. J'avais entendu parler du programme, ça s'appelle le programme des nouveaux diplômés, qui est un programme qui vise les étudiants ou les finissants avec il appelle ça un haut potentiel en gestion. Okay. Donc, j'avais entendu parler de ça, un 5 à 7. Il faisait un 5 à 7 à Montréal. Où ça? J'avais reçu un courriel, justement par le biais de l'Institut du génie en énergie électrique. Qui t'ont invité un 5 à 7. À Montréal. J'ai dit, ça a l'air intéressant. J'ai fait la route, je suis allé à Montréal pour le 5 à 7. Il faut que ça ait l'air intéressant pour que tu décides de monter là. Ouais, dans le temps, j'étais un peu fou. Je partais sur des coups de tête comme ça. Ça m'arrivait. Donc, je me présente là-bas, je parle avec les gens des ressources humaines, ça clique, j'ai bien du fun avec eux autres. C'est qu'en revenant, j'appelle un de mes amis, je dis, je te vois aussi là-dedans, tu devrais appliquer. Fait que les deux, on applique là-dedans. Les deux ont réussi à passer. Comment ça s'appelle déjà? Ça s'appelle le programme des nouveaux diplômés. Ça ne dit pas grand-chose. Ouais. Ça dit juste que faut que tu sortes des études pour avoir accès à ce programme-là. Okay. Finalement, que le programme fonctionne, c'est que pendant 2 ans, tu es, on va dire en formation. Okay. Mais en gros, ou un genre de stagiaire. Mais dans les 2 ans, tu as 2 affectations. Une affectation d'1 an chacune, où tu es envoyé dans une division d'Hydro-Québec. Okay. Tu es parachuté là-bas. Puis, dépendamment, là, c'est pas très encadré rendu là. Fait que rendu là, tu es, on va dire, à la merci de ton supérieur qui décide comment il va t'utiliser. Okay. Mais bref, pour ma part, puis pour ceux que j'avais autour de moi qui l'ont fait aussi, ça ressemblait beaucoup. Là, ils se rendent compte que rapidement qu'on est capable de faire de quoi. Donc, ils nous mettent des responsabilités, puis ils nous mettent des gens à notre charge déjà.
Fait que là, c'est là qu'on expérimente, qu'on se met à essayer des choses, puis justement là, pratiquer nos compétences en gestion. Donc ça, c'est un programme déployé par Hydro-Québec, Exact. programme des jeunes diplômés. Ils Oui. vont recruter comme ça des jeunes diplômés comme toi. Mhm. Et ils disent, on te donne un contrat de 2 ans, on te met sous la gouverne d'un employeur, d'un patron, il va te faire travailler fort, puis tranquillement, tu apprends, rapidement, tu apprends à la dure comment gérer, comment acquérir des compétences en gestion. Exact. Fait que ma première affectation était à Montréal pour la division équipement. Équipement est la boîte à projet d'Hydro-Québec. Donc, équipement est engagé par les autres divisions pour faire leur projet. Fait que c'est des chantiers de construction. On peut résumer ça comme ça. Ah, OK. Donc, mon rôle était de gérer des surveillants de chantier. OK. Fait que ça a été mon premier rôle. Le deuxième a été à la Bay James, à Radisson. Donc, c'est moi qui l'avais demandé. J'avais dit, c'est possible pour le deuxième, de m'envoyer dans le Nord. Fait J'aimerais que t'es bien ça. parti dans le Nord à Radisson. Oui, exact. Fait que là, j'étais en rotation dans le Nord. Fait qu'il m'avait envoyé Tu là-bas. partais combien de temps? C'était une semaine. OK. Fait que c'était très bien comme horaire. Fait que Ben, là-bas, très bien. Tu sais, ça dépend pour qui. ça dépend pour qui. C'est sûr que, tu sais, là, j'ai pas de famille, pas d'enfant, fait que c'est assez C'est facile. le fun. Je monte une semaine, travaille fort, puis je Exact. reviens, une semaine de congé. En plein ça. Donc là-bas, je gérais des techniciens en automatisme. Donc c'était complètement différent. C'était une autre dynamique totalement, une autre division, une autre philosophie. Fait que ça a permis justement de voir les différentes philosophies dans la même entreprise. Puis, surveillant de travaux, il était engagé à l'externe. OK. Les techniciens, c'est des employés internes syndiqués. OK. Fait que la dynamique était très différente aussi. C'est sûr. Fait que toi, tes premières expériences, c'est intéressant. C'est-à-dire ton parcours, c'est un parcours, ta formation, c'est plutôt génie, il y a différents types de génie. Puis tes premières expériences de travail avec ce programme-là, c'est surtout de la gestion. Tout à coup, Exact. tu te retrouves gestionnaire junior, puis tu apprends à la dure, puis à la vite, Ouais. à devenir un gestionnaire. Exact. Ça se fait bien, ça, cette Ben, transition-là? on apprend, je le dis comme ça, là, mais on apprend à être confortable dans l'inconfortabilité. C'est-à-dire que tu n'es jamais dans ton élément, tu n'es jamais confortable, tu es tout le temps de te poser des questions, qu'est-ce que je fais, tu n'es jamais sûr de ce que tu fais. Mais à force de l'être, ben, on s'habitue. Puis là, tu deviens confortable dans l'inconfortabilité. Puis là, t'es confortable maintenant ou? Ben, pas vraiment. Parce que c'est tout le temps, là encore là, c'est parce que le présent, là, une fois que les 2 années sont terminées, là, il a fallu que tu te fasses, on va dire ça comme ça, un nom, tu te fasses connaître un peu à travers l'entreprise pour que, parce qu'après 2 ans, ils ne te placent pas, c'est organise-toi. Fait que là, il faut que tu appliques sur des postes affichés. Puis OK. là, faut que tu te battes comme n'importe qui d'autre pour avoir Tu as le 2 poste. ans pour te faire un nom, apprendre, puis après 2 ans, là, tu postules sur des postes, puis c'est la vraie game. Là. Exact. Fait que là, tu n'as pas de passe-droit, là. Puis après 2 ans, tu as réussi à avoir un poste où? Il y a un poste à Québec en télécommunication. Donc, Toujours pour Hydro-Québec? oui, toujours OK. Hydro-Québec. Donc, chef maintenance en télécommunication. Donc, la responsabilité, c'est de maintenir le réseau de télécom d'Hydro-Québec dans la région de Québec. Fait que c'est-à-dire que Hydro-Québec a son propre Il y a son propre réseau de Bell ou télécommunications. Vidéotron. Ah Exemple. oui, c'est vrai. On peut-tu s'abonner? Ça coûte-tu moins cher? Ça a déjà été un projet dans le temps, mais que ça n'a pas passé, justement. Non, il y a eu un peu de lobbying pour stopper ça. Mais, Financé par le temps en plus, ça serait génial. exact. Mais c'est ça, il a son propre réseau de télécom, fait qu'il faut le maintenir. Puis la pérennité, la stabilité du réseau en dépend. C'est-à-dire C'est que sûr. les protections de ligne passent par des fibres optiques, par exemple. Puis il faut que ces circuits-là fonctionnent pour que le Fait que c'est un réseau qui ressemble à n'importe quel réseau, c'est juste que ça appartient à Hydro-Québec. Exact. Puis toi, c'est la gestion de tout ça. Géographiquement, vous recouvrez quel Géographiquement, territoire? au nord, on va dans le milieu du parc de Laurentides, à l'est jusqu'à Montmagny, au sud jusqu'au lac Mégantic, à l'ouest, je dirais à peu près jusqu'à Victoriaville. Puis concrètement, tu gères une équipe de combien de personnes à peu près? Théoriquement, 14. En pratique, présentement, 9. Oh. Beaucoup d'absences en ce moment. Mais quand je dis 9, c'est 9 actifs sur le terrain à pied d'œuvre. J'en ai quelques-uns en maladie. J'en ai d'autres qui ont accepté des postes temporaires, des affectations temporaires qui font en sorte que... 9 sur 15. Fait que, ouais, exact. Puis là, il faut faire le même Il faut faire le boulot même quand même. ouvrage, exact. Fait que là, il y a sûr, on coupe dans le gras puis on se concentre sur l'essentiel. L'essentiel, pas Ça, le ça choix. peut faire Quasiment le grogner tiers de- l'équipe aussi. Là. Ben, c'est ça. Ceux qui restent sont à risque de partir aussi parce qu'il y a une surcharge de travail qui tombe sur un. Mais dans sans être surchargé, dans le sens qu'on
on leur en demande pas plus niveau rendement, productivité, mais on priorise. C'est sûr. Là, ça fait en sorte que des fois, ils ont l'impression qu'on fait les choses à moitié. Puis souvent, ça les dérange, justement. Ils veulent faire les choses comme il faut, puis Ils n'ont à 100%. pas nécessairement les mêmes priorités que vous. Puis, Oui, puis ça, c'est mon travail, justement, d'arrimer convaincre. leurs priorités avec les nôtres, les convaincre de ça. Bon, mais un beau parcours, Francis. C'est vraiment intéressant. Je suis sûr que ça stimule les étudiants. Il y en a plusieurs qui sont intéressés par ce type de parcours-là. Entre autres, cet employeur-là, Hydro-Québec, c'est pas rare là, que sur les présentations, dans le cours, je demande souvent à un employeur leur employeur préféré ou tout ça. Souvent, c'est identifié. Puis, c'est intéressant aussi comme parcours de voir que même si c'est une formation en génie, il y a des postes de gestion qui sont confiés à qui sont confiés à des ingénieurs de formation, puis on leur donne le soutien sur le terrain pour se former rapidement en gestion, puis acquérir, plutôt postuler sur des postes comme celui que tu détiens aujourd'hui. J'aimerais aborder avec toi l'éthique. L'éthique au travail, c'est quand même un thème de notre cours. L'éthique, on le voit, ça reste de l'éthique théorique en classe. Hein? Donc, Oui. moi, ce qui m'intéresse, j'essaie de le faire en classe, mais je suis, tu le vois là aujourd'hui dans le bureau, je suis un peu loin du terrain. Donc, le podcast, ça sert un peu à ça aussi, rencontrer les étudiants une fois qu'ils sont sur le terrain pour nous parler de à quoi ça peut ressembler l'éthique sur le terrain, les problèmes rencontrés. Puis, je ne veux pas des problèmes, puis on en a déjà parlé, là, entre autres, dans nos premiers échanges, pas des problèmes spectaculaires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est l'éthique, les zones de gris, à quoi ça peut ressembler, des petits problèmes. Un des problèmes que tu avais identifié dans la pré-entrevue, on a eu une discussion avant l'enregistrement, c'est la tension entre, on va commencer peut-être par tu parlais d'exigences, bon, il y a des livrables, il y a des exigences qui sont liées à ça, puis parfois il y a certaines exigences, une certaine pression sur ces livrables-là qui peuvent nuire aux bonnes pratiques, là. Donc ça, c'est un des problèmes que tu avais identifié. À quoi ça ressemble sur le terrain, ce que tu identifies de façon un peu générale? J'y ai ici? pensé depuis tantôt, puis j'ai un exemple, j'ai un exemple qui m'est venu en tête. Là. C'est par exemple, il n'y a pas si longtemps, en télécommunication chez Hydro-Québec, c'était divisé en deux, on va dire, même en trois. On va dire les deux principales, en deux catégories qui étaient réseau et service. Donc, service faisait, mettons, par exemple, la téléphonie puis le réseau Internet, tandis que le réseau faisait le réseau de transport. Fait que tout ce qui était fibre optique pour la téléprotection, pour le fonctionnement du réseau électrique en tant que tel. OK. Donc, c'est séparé. Puis un jour, il y a eu le mot d'ordre de la direction qui était de fusionner ces deux services-là, OK. ces deux catégories, que chaque technicien allait faire de tout. OK. Ça a accroché beaucoup. Ça accrochait chez les techniciens? Oui, ça a accroché chez les techniciens. Certains, il y en a qui étaient contents, qui voyaient justement les opportunités de ça. D'autres qui étaient plus, ça ne m'intéressait pas, je veux constamment faire ce que je C'est du faisais. changement, habituellement, ça grogne toujours un peu. Mais ça, c'est un exemple concret d'un changement. Puis ça, je l'ai déjà constaté. Quand un changement est descendu dans la direction, souvent, ça peut bloquer dans un étage de gestion où ce que le gestionnaire décide de ne pas l'appliquer. Ah oui? Parce que c'est plus facile. Même si c'est une directive patronale, quand ça descend par en bas, on dit top-bottom, ça peut arrêter dans les mains du gestionnaire, où le gestionnaire dit je ne suis pas sûr que ça vaut la peine. Mais... Oui. Des fois, c'est fait sournoisement, dans le sens que c'est pas annoncé. On dit oui, c'est fait patron, c'est appliqué. Ça meurt là, puis là, personne ne va voir sur le terrain pour voir qu'est-ce qu'il y en a. Puis 5 ans plus tard, il se rend compte que finalement, c'est pas fait ça n'a pas été fait. Fait que c'est nouveau. Éthiquement, je le vois comme étant je prends-tu la peine de me donner de la misère pour l'appliquer, ça va être tough. Mais à long terme, il y a une raison pourquoi qu'on le fait. Puis là, chacun doit faire un travail sur soi-même pour se convaincre du positif de la chose, pour après ça de l'appliquer dans son équipe. Mais c'est ça, le choix facile à court terme, c'est de l'ignorer. Parce que tu veux continuer. Puis là, en plus, c'est quand tu fais ça, tu deviens un genre de héros à ton équipe. Tu as l'air de tenir tête à la grosse machine. Exact. Oui. Fait que là, t'es déjà de ton bord, c'est sûr, mais c'est toujours penser à très court terme. C'est vrai que le gestionnaire est souvent pris entre les deux. C'est-à-dire que
Il doit aller chercher l'allégeance des employés, de ceux qui sont Mhm. sous son autorité. Puis en même temps, mais il doit répondre aux demandes de ses supérieurs. Donc, il est Exact. pris entre l'arbre et l'écorce là, pour Oui, reprendre c'est cette. toujours à chercher, justement, quand on parle des zones grises, là, c'est là-dedans qu'il faut jouer. Il ne faut pas être toujours euh, à la seconde près pour répondre aux exigences de la partie patronale, parce que là, c'est sûr que tu te mets ton équipe à dos, mais de l'autre côté, tu ne veux pas juste être du côté de ton équipe, parce que là, tu ne suis pas toute C'est intéressant. les C'est tendances de vraiment, l'entreprise. je trouve vraiment que c'est de l'éthique qui est appliquée, là, c'est-à-dire que tu as des pressions qui sont toutes contradictoires. Mhm. C'est-à-dire tu as deux formes de bien. Là, c'est sûr que c'est bien de suivre la demande patronale. Tu es son employé, tu travailles pour ce patron-là, te promis en tant que gestionnaire de te conformer à leurs demandes. Puis en même temps, mais c'est bien aussi de prendre soin de ses employés, de créer des liens de solidarité avec eux, tranquillement bâtir un respect entre toi Mhm. et les employés. Puis des fois être pris justement entre ces deux. Exact. Puis avant d'être dedans, j'avais tendance à penser, ben, c'est facile, tu as juste à les forcer. Il y a toujours des manières de les forcer, puis tu le fais pas, ben voici une T'es pas conséquence, content, ben voici dehors. Puis mesure disciplinaire, puis c'est facile. Mais une fois rendu là-dedans, tu te rends compte que c'est pas aussi simple. Tout simplement parce que si tu commences à faire ça, ben là, tu t'aliènes l'équipe. Là, c'est pas juste l'individu. Là, l'équipe va devoir aller, l'équipe te fait plus confiance. Fait que là, ils ne te parleront plus s'ils ont des problèmes, si la productivité va descendre, parce que là, ils vont accrocher tout ce qu'ils peuvent accrocher. Fait que là, ils vont te sortir n'importe quelle excuse pour ne pas travailler. Ça devient l'enfer. Fait que tu veux tout le temps garder une bonne ambiance pour justement maximiser ta productivité puis le plaisir au travail. Tu veux pas rentrer dans une équipe qui te déteste à chaque jour. Là. c'est Ça pèse sûr. sur le moral, c'est certain. Faut que tu penses à ta personne aussi là-dedans. Donc, c'est toujours de dealer avec ça, trouver des compromis, négocier. Compromis, négocier, mais en même temps, pas trop faire de compromis pour Exact. pas piler sur certaines règles Dans le importantes, coup, certaines en effet. procédures. Ce qui est à trop faire de compromis, ça fait l'effet inverse qui est là, t'es pris pour un mou. Fait que là, à l'inverse, t'as plus de crédibilité. Là, C'est vraiment un l'équipe. équilibre difficile Ouais, à maintenir, hein, ce respect-là des employés, maintenir une saine gestion au sein de ton équipe, savoir qu'ils sont solidaires envers toi, en même temps, pas plier les chines dès que quelqu'un te fait quelques menaces, tout ça, là, essayer de exact. garder cet équilibre-là. C'est intéressant. Un autre problème celui-là plus concret, puis je le trouvais intéressant aussi de le mentionner dans l'enregistrement, c'était, tu me parlais d'une commande d'habits de neige qui a mal viré. Donc, comment qu'on part d'un profil de génie qui se retrouve gestionnaire, Hydro-Québec, haute puissance, puis tout à coup, on débarque avec un problème de commande d'habits de neige. C'est vraiment anodin, mais Comment ça arrive chez Hydro-Québec, une commande d'habits de neige? c'est pour une équipe d'une quinzaine de personnes commander des habits de motoneige, parce qu'on a affaire de la motoneige sur des sets éloignés. Ah, OK, c'est vrai, ben oui. C'est vrai, ils font Exact. Fait font qu'on de a la so- on a OK, des ils s'occupent tours. du réseau, Ouais. mais ils vont en skidoo sur Exact. Parce le qu'on a des tours dans des milieux isolés où on n'est pas accessible en véhicule l'hiver. Il OK, faut y aller puis là, en motoneige. donc ça leur prend des habits de neige. Exact. Ça leur prend des habits pour y aller. Puis ces habits-là, je veux dire, à 15, la commande montait plusieurs milliers de dollars. Là. Ben, on parle, je pense que c'était au-dessus de 10 000, là, mais passé un certain montant, il faut aller en appel d'offres. Donc, moi, je ne le savais pas. Je regarde une compagnie à Québec, vu le volume d'achat, je Une vois bonne que compagnie, puis là, tu sais, là, elle me fait un rabais parce que justement, j'en achète un bon plusieurs. service. Fait Puis, que là, je me dis pas pire. Là, je compare aussi, je prends le temps, je compare avec un collègue d'une autre région qui a fait la même chose, qui a commandé les mêmes habits. Le prix était le même. Je me dis, bon, je ne le fais pas avoir. Fait que je vais de l'avant, je passe la commande. c'est raisonnable, Fait que ça là, a de l'allure, c'est un bon prix, exact. let's go. Fait que là, le contrôleur me revient en me disant, tu peux pas faire ça. En autant le montant, il faut faire un appel d'offres. Ben oui, qui t'a dit ça? Ça, c'est venu par le contrôleur. OK. Donc, ça me revient. Fait que, donc là, la commande passe pas. Fait que là, OK, c'est beau. Fait que là, on part ça en appel d'offres. Fait que là, après ça, je raconte ça autour de moi. Puis là, on me dit, non, mais t'as juste à découper ta commande. Passe 3 commandes, divise-la en 3. Puis tu t'entendras pas Ben parler. oui, c'est bien logique. C'est-à-dire que Fait que les si 3 ça passe commandes, au-dessus de 2000 il faut que tu ailles en appel d'offres. Fait que tu dis, ben, on va faire 3 commandes de 850 pièces puis 850, mauvais calcul, mais c'est juste que là, où j'avais eu le go de mes supérieurs pour commander, on était juste au début de l'hiver.
Fait que je les commandais là, je les avais à temps pour justement passer l'hiver. Si je passais en appel d'offres, ben là, ça risquait d'arriver au printemps. Mais là, Ça se peut que ça soit plus long. moins Ouais. pratique, tu sais, de les recevoir au printemps. Ça sert pas mal à rien de les commander pour cet hiver. C'est sûr que c'est. Dit de même, ça paraît niaiseux, là. Mais là, c'est tout en pensant qu'en faisant ça, là, ton équipe voit ça aller. Puis On n'aura pas niveau, d'habits de skidoo cet hiver. là. niveau crédibilité envers l'entreprise, là, c'est décourageant. Tu vois ça aller à un autre processus. Là, c'est long. Là. Pourquoi c'est long de même? C'est Pourquoi compliqué. c'est long? Là, puis- c'est sûr en plus que si on va en appel d'offres, là, ça ne sont pas chers. Là, ça va revenir à la même affaire, c'est certain. Mais là, j'ai dit non, on va y aller par le by the book. Puis en attendant, on va se débrouiller, ça va bien aller. Puis comme de fait, passer par le bon processus. Puis qui a eu le contrat à la fin? C'est exactement l'entreprise que j'avais sélectionnée avec les Mais mêmes ça a-tu prix. été vraiment plus long ou ben, sûrement un peu plus long? Ben, ça a là. pris un 3 mois de plus. Un 3 mois de plus. Bon. C'est pas dramatique. Tu sais, c'est. Mais on voit que c'est tentant. C'est pas pour rien que c'est une petite tentation. là. C'est-à-dire que pour 3 mois, puis on revient à le respect de tes employés, puis faire un petit cadeau comme ça, là, c'est important. Ils veulent leur habit de neige. Ça peut être tentant de dire, ben, on va juste splitter l'appel d'offres. Ben, pas l'appel d'offres, mais oui, c'est ça. On va faire, pour éviter l'appel d'offres, on va faire 3 commandes. Puis, Exact. C'est aussi le fait que ça te fait moins de job. Tu sais, pas de après à remplir, ça passe free. Pas besoin de te justifier à personne. Fait que c'est la voie de la facilité. Puis toi, tu as décidé, non, on va aller en appel d'offres quand même. En effet, je voyais ça. C'est-tu vrai que tu aurais pu le faire ou. Oui. Oui, puis je l'avais déjà vu avant aussi, là, OK. ce principe-là. Où ce que c'était. Puis encore là, c'est toujours de bonne foi. Il n'y a jamais personne qui a donné des contrats. C'est à toujours mes des bonnes amis. raisons quand les gens Mais font ça. là. par après, je me suis rendu compte, c'est la personne qui avait passé la commande pour moi. Elle connaissait quelqu'un à l'entreprise à qui qu'on avait commandé les habits de neige. Eh bien. Mais encore là, tu sais, j'ai su ça par après, mais il n'était pas ami avec. J'en ai parlé par après, puis il dit, tu sais, pas parce que je le connais que je suis allé là, c'est juste, je le connais, ça donne de même. Mais quelqu'un par après retombe là-dessus, là, fouille un peu, se rend compte que la commande était splittée en 3, que la personne qui a commandé connaissait le vendeur. Là, ça aurait pu partir. Mais là, c'est en vrille. exactement pour ça, je pense, qu'on fait un appel d'offres. Mm. C'est pour éviter les problèmes qui vont venir après. Tu as bien raison. C'est-à-dire, si vous décidez d'y aller de gré à gré avec ce client ou cette personne-là, ben plus tard, il y a quelqu'un qui lève un flag en disant comment ça se fait que c'est cette personne-là qui a reçu le contrat, puis en plus, vous l'avez splitté en 3, puis en plus, cette personne-là, elle connaît telle autre personne, Exact. puis là, ça se met, puis là, tu perds la confiance, puis tu peux être accusé de bien pire que ce que tu as fait, alors que l'appel d'offres, ben oui, c'est 3 mois, ça va chialer un peu, mais à la fin, même si c'est le même client qui a eu qui a gagné l'appel d'offres, tu l'as dit, c'est la même entreprise. Mais à la fin, tu peux dire, ben non, on a fait un appel d'offres, on a respecté le processus, puis à la fin, puis même s'ils se connaissaient, ces deux personnes-là, l'entreprise en question a passé à travers l'appel d'offres, puis ça s'est bien réglé comme ça. Exact. Ben, c'est intéressant, puis c'est surtout pertinent parce que ce genre de petits procédés-là, j'en parle pas nécessairement dans le cours, ça me semble assez précis, mais des appels d'offres, puis quand on joue sur les montants, on est sur le point d'atteindre, là, c'est un petit peu trop cher, puis là, on va être obligé d'aller en appel d'offres, puis ça serait donc simple et plus efficace d'aller de gré à gré. Exact. Ça revient souvent. Puis c'est pas juste pour des histoires d'habits de neige, des fois, c'est pour des contrats beaucoup plus importants, intéressants. Puis tout à coup, il y a toutes sortes de stratégies qui sont là pour éviter le processus d'appel d'offres parce qu'il est lourd, parce qu'il est laborieux, parce qu'il est plus long. Mais en même temps, on voit, là, ça permet a posteriori de démontrer la bonne foi de tout le monde dans ce processus d'achat-là. Donc, il y a une pertinence aussi à ça. Là. Ben merci. Content de savoir qu'ils ont pu avoir leurs habits de neige. Oui, Peut-être oui, pas pour oui. le premier hiver, mais là, ils ont réussi quand même à avoir leurs habits de neige. Donc, l'éthique au travail, ça ressemble à ça. Je voulais aborder avec toi peut-être des réflexions, des pistes de solutions, peut-être des conseils que tu aurais à donner à des jeunes et futurs professionnels. Donc, les étudiants, tu t'en rappelles, c'est les étudiants en sciences et génie sont dans mon cours, ils veulent exercer, ils vont exercer bientôt la profession. As-tu des conseils que tu pourrais leur donner?
à ces étudiants qui vont bientôt faire leur premier pas? Je dirais de ne pas avoir peur d'être inconfortable. C'est là-dedans qu'on va apprendre le plus. Donc, à force de se mettre dans des situations où on n'est pas à l'aise, on est inconfortable, on pousse nos limites, puis on finit par devenir confortable dans l'inconfortabilité. Donc, ça devient un art, puis c'est recherché un peu partout aussi, ça, cet aspect-là. Puis on peut appeler ça la résistance au stress, là. La La capacité à résilience. s'adapter, la résilience, une autre façon. Mais prendre une certaine part de risque aussi, là, se mettre dans des Exact. positions inconfortables pour apprendre, Mhm. changer de milieu, on a vu le changer de domaine, même dans ton cas, euh, changer même de type d'expertise. C'est ça, comme toi, là, c'est pas ressources humaines, mais c'est gestion. Ouais. Euh, donc, de changer de domaine, ça fait vraiment apprendre vite, là. Ouais, exact. Puis, justement, tu aurais peut-être des conseils à faire à des étudiants qui voudraient peut-être prendre ce profil-là, plus gestion. Des fois, je vois qu'il y en a qui font des MBA, par exemple. Est-ce que tu as des conseils à leur donner pour... Ça, c'est vraiment niveau perception. Niveau perception, MBA, c'est de moins en vogue. Dans le sens que, puis aussi que MBA, on veut le faire après avoir pris un certain nombre d'années d'expérience. On ne veut OK. pas le faire en commençant, mais c'est de moins en moins regardé. Je ne dis pas que c'est mauvais d'en De toute faire façon, un. c'est peut-être pas nécessaire, comme dans ton cas, en tout cas chez Exact. Hydro-Québec, il me semble avoir un parcours plutôt rapide, là, où c'est possible de Ouais. rapidement aller acquérir des compétences en gestion. Exact. Donc, il y a ce programme-là qui est possible, mais ce programme-là, il a été calqué sur d'autres Ah oui? entreprises. Donc, ça a été mis en marche par notre PDG. C'est lui qui l'a demandé, ce programme-là, justement, parce que lui vient d'un programme comme ça, mais d'une autre entreprise. Donc, lui a commencé sa carrière dans un programme, justement, de relève de gestion. Puis, quand il est arrivé chez Hydro, il a dit, vous n'avez pas ça, ça prend ça. Fait que là, il faut commencer ça. Fait que là, ils ont commencé ce programme-là. Donc, c'est tout nouveau, tout frais. Là. Je fais partie de la première cohorte de ce Ah oui? programme-là. Ouais. Donc, on regarde les hauts dirigeants, puis il y en a quand même plusieurs qui viennent de ces genres de programmes-là un peu partout. Je sais que Rio Tinto en a un. Il y a plusieurs entreprises qui en ont de ce genre de programme-là. Donc, il n'y a pas juste Hydro-Québec que vous pouvez regarder, il y a plusieurs autres Surtout ceux qui veulent aller vite dans un parcours professionnel, ça me semble être c'est ça, là, ça me semble être une voie intéressante pour gagner rapidement du galon, rapidement gravir rapidement des échelons, Ouais, gagner des responsabilités. En tout cas, ça me exact. semble. Puis, je vois ça comme c'est un double avantage. En rentrant en gestion aussi jeune, on se fait remarquer juste parce qu'on est jeune. Puis on se fait poser des questions. Comment tu es arrivé là aussi vite? Ouais. C'est pas normal, parce que d'habitude, le monde qui arrive sur ta chaise, ils ont proche 50 ans. Là. Ils n'ont pas ton âge. Donc, on se fait poser des questions, fait qu'on se fait connaître beaucoup plus rapidement. Puis en gestion, il y a un aspect politique qui est assez important là-dedans. Donc, c'est important de se faire un réseau de contacts, demander des conseils, se faire connaître, avoir des bonnes relations avec plusieurs sûr. intervenants. C'est comme ça qu'on peut voir que les gens montent dans des hiérarchies, là. Ben, c'est intéressant. Puis, j'imagine que quand tu arrives là-bas, tu essayes de peut-être des conseils à des. Je suis sûr que ça va intéresser plusieurs étudiants. Quand le processus d'entrevue là-bas, comment ça fonctionne? C'était assez intéressant. Le processus d'entrevue n'était pas très conventionnel dans le sens que on est convoqué à une entrevue. Pour ce programme-là Ouais, spécifique? pour le programme de nouveaux diplômés chez Hydro-Québec. Là, je ne sais pas s'ils font de la même chose. Je ne sais pas s'ils l'ont peaufiné, s'ils l'ont changé. Mais du moment que je l'ai passé, ils me disent très peu d'informations sur comment que ça va se passer. Ils me convoquent pour une entrevue, telle heure, telle date, à tel endroit. Tu arrives préparé avec ta cravate. Exact. Puis, On se dit, ça va être une entrevue classique. Tu prévois sur des questions d'entrevue. Tu arrives là, ils t'amènent dans une salle avec un bureau, une chaise. Là, tu te poses des questions pour qu'ils m'amènent là. Là, ils te donnent un document de 20 pages, puis ils te disent, tu as 1 heure pour te préparer. préparer à quoi? Puis là, tu ne sais pas. 1 heure pour te préparer. OK. Je reviens te voir dans 30 minutes si tu as des questions. Fait que là, il ferme la porte puis il s'en va. Là, tu commences à regarder le document de 20 pages. Tu lis la première page. Là, c'est une grosse mise en contexte historique d'Hydro-Québec. Tu dis, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Puis tu m'as viré les pages, puis là, c'est du texte, jusqu'à tu arrives à les 2 dernières pages, jusque là, c'est le gros. Là. C'est là qu'il t'explique qu'il faut que tu prépares une présentation sur un changement qui va être implanté dans ton unité, une unité fictive.
Donc, une mise en situation où on passe opérationnellement des équipes de 3 à des équipes de 2. C'est bien fou. Fait que là, là, avant que tu trouves cette information-là, ça a pris 5-10 minutes. Fait que tu as juste 5-10 minutes de perdu sur ton heure pour préparer une présentation. Tu as pu perdre aussi ton temps à lire le texte historique Ouais, c'est ça. Avant de me dire c'est quoi ça? Ça a pris une page, mais ça n'a pas rapport. Fait que pour me rendre compte que finalement, les 15 premières pages n'avaient aucunement rapport avec la présentation que tu as à faire. Fait qu'il y avait un piège là. Mais c'est ça. C'est vraiment le but, c'était vraiment de te shaker pour justement provoquer un stress puis voir comment tu réagis par rapport à ça. Donc, on prépare une présentation. Là-dedans, il t'explique que tu as une équipe. Tu as une équipe de 13 personnes. Puis là, dans ces 13-là, il simule qu'il en simulait 5. Il y a 5 acteurs qui vont être dans la salle, à qui tu vas présenter, qui vont être tes employés, qui vont jouer tes employés. Puis ils présentent en 2 lignes la personnalité de chacun. Fait que là, tu sais un peu à qui tu vas avoir affaire en rentrant, mais très peu. Puis c'est ça. Fait que là, il faut que tu prépares. Puis là, outre ça, il ne te donne pas de structure de comment monter ta présentation. C'est vraiment là, voici le changement Arrange-toi, mon voici homme, le changement que tu as apporté dans ton équipe. Puis arrange-toi pour le présenter. Puis tu as une demi-heure pour le présenter. Et toi, tu te prépares ta présentation de changement fictif. Tu as présenté ça devant une équipe fictive de mauvais acteurs, probablement. Là, tu sors de l'école. Tu n'as aucune expérience. C'est-tu filmé, là, les ressources humaines, ils écoutent ça à Noël pour rire? Ou... moi, je l'aurais fait, mais je pense que c'est ça. Ils n'ont pas le droit, malheureusement. Mais non, moi, ils ont dû voir des choses tellement extraordinaires. En plus, là, tu montes toute ta présentation, tu es prêt, tu arrives dans la salle. Puis tu n'as même pas le temps de brancher ton ordinateur, là, que le phoné de la gang, lui, commence à te chanter des bêtises, puis à dire que ça n'a pas de bon sens, puis que là, hier, il est arrivé tel problème à telle place, puis que ça ne marchait pas. Tout pour te sortir de ta zone de confort. Tu ne sais pas quoi répondre. Tu n'es même pas ce gars-là pour vrai. Tu ne sais pas quel job qui te parle. Tu te dis, qu'est-ce que je réponds à ça? Tu dis, dans ta tête, tu te dis tout le temps, là, je suis en entrevue, là, qu'est-ce que je dis? C'est pas trop long à m'amener, tu tombes sur pur instinct, là, tu réponds. Tu réponds ce que raisonnablement il faudrait que quelqu'un réponde. C'est ce que tu aimerais entendre. Tu essaies de passer à travers ta présentation. Tu sais. Mais là, tu as lui qui n'arrête pas de te chanter des bêtises, qui n'arrête pas de... Génial. Ouais, fait que là, c'était très intéressant pour ça. Fait que on passe à travers l'entrevue. Cette présentation-là. Puis après ça, une fois que c'est fini, il appelle ça l'entrevue classique. Là, c'était vraiment une entrevue classique, mais là, tu venais passer à travers ça. T'es brûlé, t'es fatigué. Là, il te pose des questions conventionnelles. T'as mouillé ta chemise au complet, là. Puis là, il te pose des questions conventionnelles, mais le gars qui jouait le désagréable, il continue à être désagréable. Parce que c'est des personnes de RH qui jouaient les rôles. Puis c'est les mêmes personnes qui passent en entrevue après. Je savais pas que ça se faisait. Donc, tu vois, toutes les personnes sortent de leur personnage, puis ils tombent normal. Ils posent des questions conventionnelles, mais lui qui jouait le désagréable reste complètement désagréable. Donc, lui, il sort de son personnage. Il pue Marcel qui te garoche des bêtises. Mais il reste intense. Il reste intense dans le sens que là, tu réponds à question. Il regarde sa montre, il soupire. Il écrit 2-3 mots sur sa feuille, parce que tout le monde écrit bien d'infos, tout ce que tu dis, lui, il écrit 2-3 mots, tu regardes. Je savais pas que ça se faisait. En tout cas, c'est le fun de voir qu'un processus d'entrevue, ça peut être... Il te brasse un peu. Fait que là, c'est la première partie, c'est l'entrevue initiale, savoir si tu passes, c'est la première étape. Puis la deuxième étape, c'est une évaluation de potentiel. Fait qu'il t'envoie dans une firme externe avec un psychologue puis des tests psychométriques. Où ce que tu réponds à des questions qui peuvent paraître complètement ridicules pendant 4 heures de temps. Tu cliques. Ouais, j'ai déjà passé ça. Ouais, là, tu cliques sur. Tu sais même pas à quoi tu réponds quasiment. Tu y vas vraiment instinctivement. Puis là, dans le milieu de la chose, pendant que tu réponds à ça, il vient avec un panier de gestion pour une autre simulation qu'il faut que tu traites des dossiers, puis il regarde comment tu priorises. Tout qu'il y a un processus d'entrevue. Puis après ça, tu as le psychologue qui pose des questions sur des compétences qu'il veut évaluer. Fait que c'est ça, c'est assez demandant comme processus. C'est une belle anecdote. Je suis sûr que les étudiants vont te remercier plus tard d'au moins. Je suis pas sûr qu'ils vont mieux s'en sortir que toi, mais au moins, ils auront été préparés au pire. Là. Ils n'auront pas l'effet de surprise. Donc, sachez-le, là, ça existe ailleurs, même dans d'autres compagnies peut-être. Là. Les entrevues, ça se peut qu'il y en ait qui soient plus imaginatifs là, que le processus d'entrevue que vous pouvez déjà connaître. L'avenir, maintenant, Francis, oui. C'est quoi qui t'attend? Dans 10 ans, tu te vois où? Bonne question. Ben, étant un bon millénial,
c'est sûr que pour ma part, la vie de famille est importante. Puis présentement, je viens d'acheter une maison avec ma blonde, l'ancienne Laurette, mais elle qui est résidente en médecine, c'est pas moi qui va décider où est-ce qu'on s'en va, on va dire ça comme ça. Donc, je sais que, par exemple, les 5 prochaines années, on est basé à Québec, mais après ça, Où elle va s'installer, où est-ce qu'on va se où ramasser? vous allez Je vous sais pas. installer. Mais c'est sûr que c'est pas mal moi qui va suivre, c'est moi qui va déterminer dans quelle ville qu'on va être. Donc, c'est difficile à dire dans l'avenir à quoi ça va ressembler. Mais à court terme, je peux dire que j'aime bien ce que je fais. Puis je pense rester dans la ligne justement de gestion de personnel pour le moment, là. Ça, c'est de quoi que je veux continuer à faire. C'est de quoi que je trouve très valorisant, justement. Puis, dans la gestion, qu'est-ce qui est vraiment... Je le dis, pourquoi on me souvent demandé pourquoi tu es en gestion. Ben mais oui. la principale, c'est vraiment l'humain. C'est de voir... tu vois Jacques débarquer dans ton bureau, puis gonfler à bloc. Puis là, tu commences à y expliquer. Quand tu abordes le monde de cette façon-là, ça ne marche pas. Puis Jacques, il est pris de court. Là, il te regarde, le petit gars de 25 ans qui commence à y Qui compter dit, comment ça marche. Là. ça, Il prend un peu de cours. Là, après ça, après 2-3 semaines, il commence à l'amadouer un peu, puis il applique ce que tu lui dis. Puis là, il se rend compte quand il va voir ses collègues, qu'il fait attention à comment il leur parle. Puis il vient te revoir un mois plus tard. Sais-tu quoi, ça marche, ça va pas mal mieux, pas mal plus d'aide des autres. Ça c'est va pas mal délicat, hein, les milieux de travail, les relations humaines. mieux. Ouais. Fait que c'est vraiment, je trouve ça très valorisant, justement, cet aspect-là. C'est Puis vrai. le fait que c'est dans l'opérationnel comme je le suis, t'as pas le temps de penser, ça va très très vite. Fait que tes journées passent extrêmement vite, donc t'as pas le temps de t'ennuyer. T'as pas le temps de t'ennuyer, mais en même temps, il faut quand même que tu te rappelles que c'est des relations humaines, Exact. puis d'avoir des relations... Avec Jacques, c'est comme ça que tu l'as appelé? Que les relations avec Jacques restent humaines. Exact. Puis tout ça, ça se passe bien. D'ailleurs, vous le saluerez, Jacques, s'il existe. Bon, mais on va te souhaiter ça, Francis. D'abord, en couple, une vie familiale tripante avec des emplois stimulants pour vous deux. Puis, donc, une belle continuité en gestion avec des relations humaines stimulantes et passionnantes. Bien, merci. Voilà, Francis, ce sera terminé pour notre podcast. Merci d'avoir accepté cette invitation. Puis merci d'avoir participé à l'enregistrement de ce podcast. Merci, Francis. Ça a été un plaisir. OK.